Nous allons accueillir tout de suite M. Damien Viguier, avocat au barreau de l'Ain et de Genève, docteur en droit privé et sciences criminelles, chargé d'enseignement à l'université. Alors, son intervention concernera le chaos au Proche-Orient et en Europe, les responsabilités du gouvernement français à cet effet. Merci. Merci. Tac. Merci beaucoup. Je me suis dit qu'il me fallait procéder un peu comme on allume un brasier, et c'est un peu délicat parce que un feu s'allume toujours par plusieurs endroits, vous voyez, et il y a un endroit ça risque de prendre, je vais m'enflammer tout seul, peut-être pas vous, j'espère vous entraîner un petit peu dans le... Alors j'avais prévu plusieurs axes. D'abord, je vais vous parler dans le prolongement d'un article qui vient de paraître dans la revue Civitas, qui est disponible derrière vous. Donc, première chose, c'est important parce que ce sont des bases un petit peu que j'essaie de poser. Je vais essayer d'aller un peu plus loin de ce que j'ai écrit. Deuxième chose, il s'agit du chaos au Proche-Orient, où donc je suis allé, puisque je me suis rendu en Syrie, et du chaos en Europe. Alors, je suis en France, où on a une sorte de chaos mou, et en Ukraine, au Donbass, où je me suis rendu également. Et les propos que je vous tiens sont vraiment le fruit de ces déplacements, de ces décentrements que j'effectue à dessein, pour essayer de comprendre, parce que on pourrait presque me reprocher de ne pas chercher à être clair pour vous, mais je cherche surtout à comprendre ce qu'il se passe. Et j'ai prévu un troisième moyen d'allumer le feu. Et c'est le thème, vous savez, en triant mes papiers, j'ai atterri sur vraiment l'axe central. Quand on travaille comme ça, ce sont toujours les mêmes lectures qui reviennent. Et pour procéder de manière un peu universitaire, je vais présenter ma petite intervention comme étant le commentaire de ce propos. Il s'agit des propos d'un auteur que je recommande, de Juan Donoso Cortés, qui est un Espagnol qui écrivait en 1842. Et c'est un texte qui porte sur la guerre, où il reprend les pensées de Joseph de Maistre, pour critiquer les pacifistes et défendre la guerre. Et voici les passages de Juan Donoso Cortés qui vont me donner l'architecture de mon propos. Il dit « La guerre en ce monde se réduit pour l'ordinaire au combat des bras. Dans l'enfer, c'est toujours un combat des esprits. Il suit de là, comme conséquence forcée, que ceux qui veulent transformer la guerre des bras en guerre des esprits veulent changer la loi de la terre pour la loi de l'enfer. » Et à la fin, il termine de ces prières insensées de ceux qui veulent cette loi. « Si Dieu pouvait prêter une oreille favorable à nos prières insensées, alors les hommes et les esprits infernaux seraient tout un, la terre disparaîtrait aussi, il n'y aurait plus que le ciel et l'enfer, et entre eux les abîmes. » Et c'est une illustration exacte de la situation, et c'est pour ça que mon plan, vous savez, je suis juriste, et tous les juristes savent qu'il faut faire deux parties. Mon plan est en deux parties. 1, la loi de l'enfer, et 2, la loi de la terre. La loi de l'enfer, c'est celle dans laquelle nous sommes. Lorsqu'on s'interroge sur les responsabilités du gouvernement français, ce ne sont pas tant les faits bruts, objectifs qui sont en cause. Livrer des armes, faire entrer des masses de déracinés en France, faire de la... Le cœur des fautes, des faits à reprocher au gouvernement français,
c'est une propagande. Leur crime principal, il est médiatique. C'est l'idéologie qu'il faut arriver à désigner. Donc la question, c'est quelles infractions et quelles juridictions, c'est-à-dire quelles infractions ont-ils commises et devant quelles juridictions doit-on les traîner. Et très souvent, dans les contextes syriens ou ukrainiens, on me parle de crimes contre l'humanité. On me dit Fabius commet des crimes contre l'humanité. On me dit les gens là-bas sont des terroristes. On me parle de la Cour pénale internationale. On me dit il faut employer des mesures de sûreté. Et moi j'observe que c'est exactement ce que fait l'ennemi. Que fait l'ennemi? Depuis 2011 et encore récemment avec les Russes, il accuse les Russes de crimes contre l'humanité. Il accuse Bachar el-Assad de crimes contre l'humanité. Et il parle de rebelles modérés. Il accuse les Français perdus, parce qu'une clé, et c'est la personne qui est à côté de moi pourra en témoigner, puisque c'est quelqu'un qui a connu les événements d'Algérie, le grand mystère, si vous voulez, de la loi de l'enfer, c'est que dans ces situations-là, vous ne savez plus où est l'ennemi. L'ennemi est partout et nulle part. Au nom de la lutte du terrorisme, on déclenche l'état d'urgence, la lutte contre le terrorisme. Voilà les concepts de l'ennemi, voilà son vocabulaire. Et le pire de leur crime, il est là. C'est un crime spirituel, c'est un cercle infernal. C'est ça ce que j'appellerais moi la loi de l'enfer. Et il ne faut pas céder il faut arriver à identifier. Et je crois que je suis parvenu quand même à une certaine clarté, c'est même une simplicité. J'ai envie de vous demander pardon de vous exposer cet axe, mais tout le monde connaît la réversibilité du terroriste et du résistant. Ça, on a compris. Mais il faut comprendre que le mystère, l'une des clés que j'explore de cette loi de l'enfer, c'est qu'il y a une conjonction du terroriste résistant avec l'autre concept qui est celui du crime contre l'humanité, dont l'autre facette est la lutte contre le terrorisme. Et ça, c'est mon confrère aussi, Pascal Junot, qui m'a aidé à comprendre ça, c'est-à-dire que le cœur de la loi de l'enfer, c'est la distinction du bien et du mal. Si vous êtes du côté du mal, vous êtes un criminel contre l'humanité qui est en train d'exterminer des résistants. Si vous êtes du côté du bien, vous êtes un état de droit qui se défend contre le terrorisme. Mais objectivement, les phénomènes sont exactement les mêmes. Donc, j'ai parlé de la confusion population et terrorisme. Il faut ajouter un dernier ingrédient pour comprendre de quoi est pimentée cette loi de l'enfer, c'est que c'est le mensonge. Les situations sont les mêmes, mais vous ajoutez également du mensonge. C'est-à-dire que vous avez de faux crimes contre l'humanité, c'est-à-dire en réalité, objectivement, une vraie police qui protège la population, mais elle est accusée de crimes contre l'humanité, contre des gens qui se livrent à de véritables horreurs, qui commettent du véritable terrorisme, entre guillemets. Et à côté de ça, et ça je crois que c'est la situation actuelle en France pour l'instant, vous avez de faux terroristes qui permettent à un État véritablement criminel de mener une soi-disant lutte contre le terrorisme. Donc, ce sont des clés à explorer. J'en suis à combien ? Tu as encore 7 minutes. Eh bien, c'est parfait. J'ai fini avec la loi de l'enfer, parce que la question maintenant, c'est comment on en sort. Et moi, je vais vous dire très franchement, je ne le sais pas. Mais il faut trouver la solution. Et je pense que cette solution, elle viendra peut-être dans 1 heure, peut-être dans 5 minutes, peut-être dans 100 ans, mais il faut même se préparer à ce que ça dure 1000 ans. Il faut se souvenir que le Moyen-Âge, bon, ça dépend des points de vue, mais qui n'était pas une époque parfaitement équilibrée, à mon sens, a duré 1000 ans. Et il n'est pas impossible que le monde soit entré dans une phase très longue. Et nous avons été les témoins, des gens comme Carl Schmitt, comme Maurice Bardèche, ont été les témoins de cette entrée dans l'enfer. Mais pensons au passé. Qu'est-ce qui se passerait dans le passé ? Selon l'ordre ancien, on ne parlerait pas de crimes contre l'humanité et de terrorisme, ni pour Fabius, ni pour Hollande, ni pour personne. Les principes
seraient d'abord des principes de non-ingérence et de police, c'est-à-dire la base de la souveraineté. Lorsqu'un État commet des troubles, on ne s'ingère pas dans ses affaires intérieures. Bon, on est aux antipodes de ça, vous vous en rendez bien compte, puisque les troubles, c'est nous qui les créons dans l'État étranger. Donc, évidemment que eux, l'ingérence les fait rire. Ensuite, dans un contexte où vous avez une pluralité d'États qui se mènent des guerres avec respect, ça j'en ai déjà souvent parlé, avec distinction du militaire et du civil, les concepts de crimes de guerre et de reconnaissance des belligérants prennent leur sens et ne sont plus, comme dans le cas syrien, détournés. Et alors, on peut parler, on peut mettre en œuvre les poursuites. Alors, dans un monde équilibré, qu'est-ce qui se passerait? On exercerait des poursuites, mais pour crimes de droit commun. Il ne faut pas parler de terrorisme, et encore moins de crimes contre l'humanité. Il faut parler d'assassinat, il faut parler de destruction, il faut parler de complicité d'assassinat. Et il ne faut pas parler de... Comprenez une chose, si vous allez pleurer devant la Cour internationale, la Cour européenne des droits de l'homme, ou devant la Cour pénale internationale, vous êtes victime du mondialisme. Vous croyez vous défendre contre le mondialisme, mais vous êtes en train de le renforcer si vous allez pleurer devant la Cour pénale internationale. Il n'y a pas d'instrument plus tranchant pour le mondialisme que la Cour pénale internationale. Par conséquent, il faut en revenir aux juridictions internes et y rester. Et bon, c'est pas un plaidoyer pro domo que j'ai voulu faire, mais voilà, je vous explique pourquoi Fabius, moi j'ai tenu à ce que les plaintes dirigées contre lui restent collées au droit commun, qu'on ne parle pas de crimes de guerre, qu'on ne parle pas de terrorisme. Et j'ai pu d'ailleurs commettre l'erreur à l'époque, parce qu'il y a des choses là que je vous dis, je ne les ai compris qu'il y a 3 semaines, et je les ai compris en allant en Ukraine. Il ne faut pas parler de terrorisme, il ne faut pas parler de crimes de guerre. Non, non, il est complice d'assassinat. Et il faut le poursuivre devant les juridictions de droit commun. Je vous remercie.